Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente, rapporteure de la Commission. Les débuts, cela compte. Cela compte dans la vie d'une femme, cela compte dans la vie d'un homme. Cela compte aussi dans la vie des institutions. Cela compte aussi pour notre 15e législature. Or, vous avez raté nos débuts. Je le dis avec tristesse, car j'aime cette institution, ce lieu. J'aime les femmes et les hommes qui y travaillent, les députés, les fonctionnaires, les collaborateurs. Vous avez raté nos débuts. Les débuts, cela compte. Nos débuts se traduisent par un relâchement des tenues. Cravates, vestes ont été oubliées, remisées au magasin des accessoires. Vous allez me dire c'est un détail, peut-être. Mais j'ai entendu des fonctionnaires de cette maison qui tiennent et qui se doivent de porter une tenue exigeante et qui le font avec élégance. J'ai entendu ces fonctionnaires, souvent de rang modeste, être surpris par ce type d'attitude. En avachissant l'Assemblée, c'est un peu aussi leur statut que l'on diminue. J'ai également été interpellé dans ma circonscription sur ce sujet. Interpellé par des gens qui portent certainement rarement la cravate et le veston, mais qui se font une haute idée de l'Assemblée. Nous sommes dans un hémicycle, pas dans un lieu comme les autres. Et je ne suis pas dans le 16e, je suis dans une des circonscriptions les plus populaires de France. Ici a résonné l'histoire de France. Ici nous ont précédé 16 000 parlementaires. La première humilité, c'est de respecter ses prédécesseurs et le passé. Nous sommes tous autant que nous sommes des nains. Il nous appartient de nous jucher sur des épaules géants. Encore faut-il les connaître, ces géants. Encore faut-il admettre notre héritage. Pourquoi avons-nous mal commencé? Parce que nous avons un mandat du peuple. Cela nous oblige. Cela est exigeant. Je suis dans ma circonscription élu par des ouvriers, des paysans, des retraités modestes, des pères et des mères de famille qui s'efforcent de transmettre un certain nombre de valeurs morales à leurs enfants. Ils m'ont accordé pendant 20 ans leur confiance, en dépit de toutes les alternances. Vous avez mal commencé. Cela a commencé aussi par des séances très chaotiques, pardonnez-moi, Madame la Présidente, pas dues à des oppositions d'ailleurs très bienveillantes, mais dues à des présidences de séances très surprenantes, pour utiliser un adjectif très bienveillant. Alors, ces séances chaotiques ont eu au moins pour le mérite de faire connaître la fonction de vice-président, président de séance, dont à l'évidence on parlait beaucoup moins lorsqu'il n'y avait pas de problème. Surtout, vous avez mal commencé parce que l'un de vos premiers textes, ces deux textes associés, consiste à jeter l'opprobre sur le Parlement et à dire des députés et des sénateurs qu'ils sont suspects. Et eux seuls le sont. Ce texte ne parle ni des ministres, ni des directeurs d'administration centrale, ni des responsables des grands exécutifs locaux, mais des seuls parlementaires. Pourtant, soyons clairs, nos histoires d'IRFM, c'est de la roupie de Sansonnet, à côté des primes que Danone accorde à certaines de ses cadres supérieurs. Et pourtant, ces ministres, ces directeurs d'administration centrale, ces chargés d'exécutifs locaux sont beaucoup plus exposés que nous le sommes. Parce que nous, ce qui nous protège n'est pas notre vertu, c'est notre collégialité. Nos décisions, nous les prenons à 577. Et si nous protège, un seul ne pèse qu'1 sur 577. Tandis qu'un ministre, quand il prend une décision, un directeur d'administration centrale, voire un sous-directeur ou un grand exécutif local, il agit seul. Donc les contraintes diverses et éthiques en particulier doivent être plus exigeantes. Or là, elles sont plus exigeantes pour nous. C'est d'autant plus triste, mes chers collègues, que cette Assemblée a été pionnière en matière d'éthique et de morale. Nous avons été la première institution à parler de conflit d'intérêts, à exiger la déclaration de patrimoine. Et nous le devons
aux présidents président de l'Assemblée. Nous sommes les premiers à avoir créé la fonction de déontologue. Nous le devons à Bernard Accoyer, qui a créé l'institution, et au président Barthelone, qui a poursuivi et amplifié le mouvement. En tant que membre du bureau, j'ai été associé à cela et je voudrais rendre hommage aussi aujourd'hui aux autres vice-présidents qui ont suivi cela, notre ancien collègue Sirugue et notre actuel collègue David Habib. Le Sénat a suivi, mais après. Les exécutifs et les administrations ont suivi partiellement, mais après. Loi de 2016. Nous avions commencé sous la présidence Accoyer en 2008. Mes chers collègues, je ne vous critique pas parce que vous n'adoptez pas les positions des Républicains. Je vous critique, chers collègues de la majorité, parce que vous ne respectez pas vos propres engagements. Vous aviez pris l'engagement de soumettre les candidats à la députation à l'existence d'un casier judiciaire vierge. Ce n'est pas dans le texte, alors on me dit ça va l'être, je ne sais quoi, ce n'est pas clair. Vous aviez pris l'engagement d'interdire les fonctions de conseil. Vous les tolérez. Un député qui conseillait Total, Elf, un fonds de pension chinois avant, il pourra le faire pendant. Ah, évidemment, s'il commence, il ne pourra pas. Mais s'il le faisait avant, tout est possible, tout est béni. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous aviez également pris l'engagement de fiscaliser, c'est-à-dire de soumettre à l'impôt sur le revenu l'ensemble des sommes perçues par les députés, non seulement notre salaire en quelque sorte, mais également l'IRFM. Or, ce n'est pas le cas. C'était pourtant un engagement du candidat Macron le 2 mars 2017 dans Le Parisien. L'intégralité des rémunérations touchées parlementaires seront soumises à l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le cas. Et vous maintenez un système pour l'IRFM totalement dérogatoire, avec des bureaux qui définiront des règles et des contrôles qui se feront entre nous, entre soi. Alors qu'il suffisait d'appliquer la norme qui s'applique à tous les Français. Vous avez des milliers de Français qui font cela. Ils ont un revenu et ils peuvent déduire leurs charges. Il suffit qu'ils indiquent au fisc et qu'ils prouvent au fisc les montants occasionnés par leurs frais et la relation entre ces frais et leurs fonctions. C'est tellement simple. Tant que nous resterons dans l'exception, nous perdrons. Nous gagnerons uniquement lorsque nous banaliserons notre statut. Nos compatriotes nous demandent que cela. Il y a un système qui existe pour toutes les professions. Et on n'a pas tant que ça de plaintes. Et nous gardons notre propre système à nous, comme si nous avions peur de la norme commune que nous fixons pour les autres, mais que nous gardons bien d'appliquer à nous-mêmes. Mais plus grave, il y a un sujet que nous n'avons pas abordé. Et je vous reproche, Madame la Présidente, rapporteure, d'avoir, volontairement, je ne sais pas, mais en tout cas très clairement, évité ce sujet. Il faut savoir que sur l'IRFM, nous ne sommes pas soumis à l'impôt sur le revenu, c'est ce que je proposais à l'instant, mais nous sommes soumis à la CSG. Peu de gens le savent, mais chacun d'entre vous a maintenant reçu son document. Et cette CSG, nous la payons tous les mois. Si chacun se reporte au document qu'il a reçu depuis qu'il est député, ça fait quand même 467 €. Plus exactement 438 € de CSG, plus 29 € de CRDS. Cette somme, nous la payons. Comme on ne supprime l'IRFM et que nous aurons demain un remboursement uniquement sur facture, nous ne paierons plus la CSG. Vous êtes en train de faire un tour de passe-passe fiscal, mes chers collègues. Mais je le dis, je le démontre. CSG plus CRDS, 467 € par mois. Multiplié par 12, ça fait 5 604 € par député. Multiplié par 5 ans, ça fait 28 020 € d'impôts que nous payons dans le mandat précédent et que nous ne pourrons plus payer demain. Ça veut dire, je multiplie cette somme par 577, ça veut dire 16 167 000. 16 176 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre majorité, qui se propose d'augmenter la CSG sur nos compatriotes, et oui, c'est votre programme, et en particulier sur les retraités, est en train d'exonérer de CSG la moitié des rémunérations que nous percevons.
Voilà le scandale. Et je ne vois rien dans votre rapport, Madame la rapporteure, qui fasse ne serait-ce qu'allusion à ce sujet. Ne serait-ce qu'allusion à ce sujet. Je considère que c'est grave et qu'à soi seul, ça justifie, du fait de la volonté ou non, je ne sais pas, mais de dissimuler ce débat, ça justifie clairement une annulation constitutionnelle. Alors le député est également suspect parce qu'il gère la réserve parlementaire. C'est l'objet essentiel de la loi organique. Alors j'ai promis en commission des lois de citer l'ensemble des communes et des associations bénéficiaires de ma réserve parlementaire. J'ai été député un peu plus de 19 ans, donc ça va prendre un certain temps, vous m'en excuserez. J'y consens, je n'énonce pas la liste. Vous admettrez, Madame la Présidente, ma gentillesse. Moi, j'ai fait porter l'effort sur un certain nombre de communes. Je n'ai pas pris en considération les positions politiques des maires. J'ai aidé, mes chers collègues GRD, un de vos bons collègues communistes, le maire de Plus-Sulien. Je l'ai aidé cette année. Alors, c'est vrai que c'était pour restaurer une chapelle, mais il n'empêche que je l'ai aidé. Je l'ai aidé, hein. J'ai aidé de multiples associations. Et j'ai fait porter l'effort, Madame la Ministre, sur les associations tournées vers le monde du handicap. Une association qui s'appelle Athéol, qui accueille des enfants handicapés pour des séjours brefs, ce qui permet d'épargner à des familles, ne serait-ce que pendant quelques semaines, qui leur donne un peu de liberté. Eh bien, ils ne pourront plus bénéficier de cette aide, parce que ça ne se retrouvera pas dans les grandes tuyauteries du budget de l'État. En retirant la réserve, nous insultons les 500 000 élus locaux, nous insultons les 13 millions de bénévoles des associations. C'était eux qui nous sollicitaient et c'était eux qui, parfois, nous arrivions à leur donner raison. Alors, pourquoi le retire-t-on? Le clientélisme. Merci, Madame la Ministre, d'avoir évacué ce sujet. Il n'y a pas de clientélisme. 350 députés Modem ou En Marche, s'il y avait eu du clientélisme, ils ne seraient pas été si nombreux. La transparence, elle est totale maintenant. Tous les documents sont accessibles. L'arbitraire, il n'existe pas, je l'ai démontré, on peut aider des tas de gens. Et quand un préfet attribue la DETR, il n'y a pas d'arbitraire, le règlement est très lâche, il fait à peu près ce qu'il veut. Eh bien, les préfets, ils sont contents, parce qu'ils vont désormais être les seuls à pouvoir attribuer les subventions d'État au niveau local. Ils auront le monopole total. Et je me permets, en tant que membre cotisant de l'association du corps préfectoral, c'était mon métier, jadis plutôt que naguère d'ailleurs, je voudrais vous exprimer la gratitude de l'association du corps préfectoral pour avoir supprimé effectivement ce qui dérogeait à la règle du monopole par le préfet de l'attribution des subventions. Et puis les collectivités ont leur propre réserve. La région Bretagne, que je connais bien, la réserve, ça s'appelle le FIR, Fonds d'intervention régional. Elle est votée par la majorité. Le conseiller régional de la majorité tape à la porte, dit qu'il faudrait donner un telle somme. Ça peut aller à des associations, à des communes, à des particuliers. Et tout ça, on ne dit rien. Il n'y a pas d'arbitraire, là. Hein. Mais sachez, mes chers collègues députés, que demain, quand vous circulerez dans vos circonscriptions, un vice-président de conseil général, un vice-président de conseil régional aura plus de prise que vous sur les réalités quotidiennes. Vous n'existerez pas. Alors, mes chers collègues, en plus, l'État continuera à attribuer des subventions. Je suis venu avec ce document, je vous invite à le consulter. L'État attribue plus de 2 milliards de subventions à des associations. Il y a 33 000 associations bénéficiaires. C'est une seule ligne dans le document budgétaire. On ne sait même pas pourquoi. 2 milliards à rapporter à nos 130 millions de réserves parlementaires. Vous comprenez bien qu'une fois de plus, notre réserve, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de l'État. Nous, on se fixe des contraintes que nous sommes les seuls à respecter. La réserve parlementaire, elle existe parce qu'il y a un article 40. Nous ne pouvons pas proposer dépenses. Donc la compensation, c'était la faculté qui nous était donnée de proposer des amendements acceptés par le gouvernement pour fléchir un certain nombre de dépenses. Vous le faites disparaître, mais vous créez, ce faisant, une diminution de la fonction parlementaire, et ça, c'est grave, et je le regrette. C'est plus grave encore parce que ça dénote que vous avez une toute autre conception que nous de la vie parlementaire. Je crois que la nôtre est la bonne. Monsieur Le parce Fur, que la nôtre de conclure, crée une relation particulière et directe avec la population. Chez moi, quand je suis dans ma circonscription, on peut me tirer la cravate. Chacun peut me dire ce qu'il pense.
Mon numéro de téléphone, il est dans l'annuaire. Monsieur Et il Le ne Fur, manque pas votre de dire. conclusion. Je conclus, Madame la Présidente. Pour toutes ces raisons, il faut revoir ce texte. Nous ne serons pas à vos côtés quand vous diminuerez la fonction parlementaire. Si demain, vous vous efforcez de la restaurer, eh bien oui, nous pourrons travailler ensemble. Merci, Monsieur Le Fur.